Bonsoir Sonny. Bonsoir. Tu viens d'où? De quelle région du monde? Ben, en fait, moi je suis né en 78, je suis de la Guadeloupe. Ouais. D'une famille, pas de musicien, mais mon père était musicien, saxophoniste, féru de jazz, de musique classique, comme beaucoup d'Antillais à l'époque, de la salsa et de toutes les musiques qui rentraient en Guadeloupe. Et puis, particulièrement de la musique roca et des musiques traditionnelles en général. Et donc, c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi du côté de Sainte-Anne. Sainte-Anne, ouais. Mais Sainte-Anne, c'est une terre de musiciens aussi. On connaît Dominique Coco, voilà. Oui, en fait, c'est la Guadeloupe peut-être c'est vrai, qui est une terre culturelle, en fait, ouais. À vrai dire, et sportive. Et puis, oui, c'est vrai qu'à Sainte-Anne, il y a... Et puis le gros cas. Des frères Geoffroy, voilà. Serge Geoffroy, jusqu'à Zagalo, et puis Esnar Boisdur, et j'en passe, Dominique Coco, effectivement. Ouais. C'est vrai que c'est une région où la culture a toujours été prépondérante. J'ai envie de dire, mais politiquement, il y a toujours un fort intéressement à la culture et au développement culturel. Donc, je suis bien tombé, en fait. Super. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ton enfance que tu regardais de ta commune, de Sainte-Anne? Des événements marquants, des choses... Comme ça, oui. Il y a deux choses qui me viennent. C'est la plage du bourg avec les cousins, avec la famille. C'était quelque chose... Nous n'habitions pas au bourg, mais tout petit, on faisait le kilomètre et demi qu'il faut voilà, pour y aller. Donc voilà, c'est souvenir de... oui, comme très souvent, les choses sont très belles quand on est petit. Et c'est vrai que j'ai de très bons souvenirs voilà, de gaieté. Absolument. Et puis après le carnaval aussi. Et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui me... c'est la période que je ne peux pas rater malgré mon travail qui m'amène dans plein d'endroits et dans tous les pays. Et à Sainte-Anne, à l'époque où j'étais plus petit, c'est vrai qu'il y avait énormément de groupes. Et voilà, ce sont les images qui me reviennent spontanément, en tout cas, au moment où l'on parle. D'accord. Ton père, qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelait Georges Troupé, avait créé une école de musique à Sainte-Anne qui a été très réputée. Mais quelle était la philosophie de cette école et qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter à toi? La philosophie de l'école, c'était simplement permettre aux enfants de considérer le roca, la culture traditionnelle, comme étant de la même qualité que tout autre type de musique. C'est-à-dire que mon père avait pris le parti d'apprendre aux enfants le roca de la même manière qu'il leur apprenait le jazz ou la musique classique. C'est-à-dire que toujours placer ces musiques en termes de qualité au même niveau. Et pour que plus tard, ces enfants n'aient pas une espèce de sensation que lorsqu'ils jouent tel ou tel type de musique, il y a une différence. En fait, je pense que sa philosophie était basée sur ça, être fier de ce qu'on est et être ouvert en même temps sur le monde. Du coup, c'est vrai qu'à cette école-là, donc on apprend, parce que l'école fonctionne encore, et avec son élève la plus ancienne, qui est Laurent Jules Gaston, qui est devenue directrice. Et cette école fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on y apprend le tambour, on y apprend d'autres types d'instruments comme le piano,
le saxophone, etc. Et surtout, on y apprend le classique, la théorie musicale, le jazz et bien sûr le roca. Donc Voilà. une école... Voilà, c'est une école avec une spécificité particulière parce qu'elle est en Guadeloupe et donc on apprend donc le roca évidemment, mais bien sûr la biguine, enfin tout ce qui est dans le bassin caraïbéen. D'accord. Est-ce que je peux dire que c'est une école de l'estime de soi? Ben voilà, quelque part oui. Et la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle m'a apporté et qu'est-ce que mon père m'a apporté, c'est ça en fait, c'est d'être conscient qu'on a une richesse personnelle à faire partager au monde et que le monde peut aussi nous apporter. Du coup, il est important de se connaître, donc dans mon cas personnel, de connaître parfaitement les codes de la musique traditionnelle, mais aussi de connaître et de ne pas avoir peur de découvrir d'autres types de musique pour leur richesse qui elles-mêmes sont particulières. D'accord. Alors, parmi ces autres types de musique que tu as rencontrées, que tu as côtoyées, quelles sont celles qui t'ont marqué de manière particulière et qui aujourd'hui se mêlent à ton background traditionnel? Ben, la musique que j'ai rencontrée depuis petit, on va dire que c'est le jazz. Et puis, parce que mon père était aussi féru de jazz de l'époque, on va dire 30 jusqu'à 60 à peu D'accord. près. Et après, sur mon parcours, il y a deux musiques qui m'ont marqué. C'est le métal en fait que je découvrais dans mes années estudiantines à Toulouse par un deuxième mentor finalement historiquement en revoyant les choses après mon père, ce serait lui qui s'appelle Stéphane Mosmont et qui me disait la même chose que mon père, voilà, de ne pas avoir peur de découvrir d'autres types de musique parce qu'à l'intérieur il y aura forcément des choses qui n'existent pas dans d'autres mais qui sont intéressantes. Et c'est vrai que les a priori sont énormes, surtout pour nous antillais, pour cette musique. Et je précise, c'est pas le hard rock, hein, c'est vraiment, le métal, c'est vraiment un type particulier de cette musique où il y a énormément d'empilement de rythmes asymétriques, on dit. Voilà, ce sont vraiment des mathématiciens de la musique. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a passionné. D'accord. Et voilà, je me sers du coup beaucoup de leur manière de composer les choses. Et après, c'est pas un type de musique, mais c'est un musicien qui s'appelle Frank Zappa, qui est pour moi un génie de la musique et qui a su allier dans sa musique j'ai envie de dire la complexité, non, parce que justement, pour lui, la complexité devait être au service du populaire et c'est quelqu'un qui a réussi à avoir dans sa musique voilà, tous ses côtés, voilà, le côté populaire et en même temps avoir une musique qui est extrêmement bien écrite. D'accord. On fait une petite pause. Marcher, courir, rouler, encore sans même parler. Vous faites des mains, vous faites tant des mains, bébé, pas d'avoir l'esprit écorpélé. Prends précaution, pas nos forces ménager, yo. Tu es parti faire musique et psychologie. Oui. Alors explique-moi comment, qu'est-ce qui lie ces deux choses? Ben, quand je suis parti, je n'avais
pas vraiment d'idée de ce qu'il y ait les deux choses. J'avais la sensation, enfin, la psychologie m'intéressait depuis longtemps parce que je constatais que je m'intéressais à l'homme et à son fonctionnement, essayer de le comprendre au mieux. Et c'est devenu une passion, et c'est devenu une passion au même titre que la musique. Donc, quand je suis parti, faire les deux, c'est parce que je n'avais pas fait mon choix sur la carrière que je voulais mener par la suite. Donc du coup, voilà, j'étais à la fac en psychologie, j'étais au conservatoire et à l'école Agostini pour la musique, jusqu'au jour où, voilà, 3-4 ans après, mener de front 2 études qui demandent du temps, c'est impossible et il fallait faire un choix. Et qu'est-ce qui a fait basculer en faveur de la musique? Ah, je me suis jamais posé la question. Mais je sais pas, je pense que c'est une histoire de ressenti. Je pense que j'ai voulu continuer la musique, il fallait faire un choix. Voilà, donc j'ai laissé mes copains de fac et j'ai continué à l'école Agostini. En me disant, peut-être que plus tard, je vais pouvoir allier les deux, parce que voilà, il existe effectivement la musicologie. Voilà, je me suis dit que peut-être plus tard, je n'ai pas jeté mes bouquins, je n'ai pas jeté mes cours. L'intérêt est toujours là. Ça reste une passion et je continue, voilà, comme ça, de temps en temps, à lire un bouquin là-dessus. D'accord, c'est bon à savoir que les auditeurs, sachent que lorsque Sonny joue, il est en train de les étudier en même temps. Alors, pour revenir à ton parcours, tu as connu des collaborations multiples et diverses. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de celles qui t'ont le plus marqué? Non, je ne peux pas en parler, dans la mesure où c'est... Tu ne vas pas faire de la peine à certains. Oui, c'est pas de la peine, c'est que voilà, juste en repartant d'ici, je me dirais, ah ouais, mais il y a ça aussi qui m'a marqué. Alors, tu sais quoi, malgré tout, il y a une rencontre qui m'a marqué et qui n'est que, j'allais dire que sonore, ça n'est pas tout à fait vrai, mais c'est un jour où mon père, il m'a fait écouter 2 solos de vélo, Marcel Olia, donc le tambouillé, et il m'a fait comprendre ce qu'il y avait de magnifique dans ces 2 solos. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui dans la manière dont j'appréhende l'expression de la percussion, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui me suit. D'accord. Et donc, c'est ça que je dis que c'est une rencontre sonore, parce que des rails. J'ai eu le temps de voir vélo 2-3 fois, mais j'étais très petit, mais j'ai encore quelques images. Mais après, je l'ai plus étudié par ces enregistrements sonores. Et c'est vrai que ce jour-là, voilà, je m'en souviens encore quand il me disait, écoute la mélodie qu'il développe, écoute les silences qu'il y a dans sa manière de jouer, écoute le fait que depuis le début du morceau, même s'il n'est pas en solo, mais c'est extrêmement bien construit. Voilà, c'est une des rencontres finalement qui jusqu'à aujourd'hui me guide en fait. Mais Vélo, c'était une énigme en quelque sorte, puisqu'il n'a pas fait d'école de musique, et pourtant tu dis qu'il avait une musique très structurée. C'est peut-être ce qu'on appelle le génie. Absolument. Le génie, parce qu'effectivement, il n'a pas fait d'école de musique, mais au jour d'aujourd'hui, on étudie sa musique. Et personnellement, quand j'ai des cours à faire, des masterclass dans des écoles, pas seulement en Guadeloupe, mais ça fait partie des extraits que je fais écouter. Et c'est très intéressant de voir que lorsque tu fais découvrir ce genre d'extrait à quelqu'un qui n'a aucun a priori, finalement, puisqu'il vient de notre pays, il trouve ça extrêmement incroyable et vraiment super. Voilà, c'est le mot. Parce qu'en fait, il y a une forme de structure et de mélodie qui, dans la percussion même, dans la manière de jouer, qui est extrêmement intéressante. Et c'est pour ça que très souvent, dans mes masterclass, je fais écouter cela et autre chose, évidemment, qui ne soit pas un gros cas, mais pour tout ça aussi, pour signifier que c'est quelque chose qui m'a marqué et que je fais découvrir et qui est intéressant à faire apprendre aux autres. La musique, le gros cas est une musique universelle. Comme toutes les musiques. Comme toutes les musiques. Voilà.
Sonny, tu as sorti en 2013 ton premier album Voyage et rêve. Et là, tu viens de sortir Reflet, danse. Quelle est la relation, quelle est la corrélation entre ces deux albums? Ben, en fait, déjà, entre les deux, il y a l'album, j'ai sorti avec Grégory Priva, l'album Luminescence, qui était une autre expérience où là, on était tous les deux avec nos instruments acoustiques, lui le piano et moi le chœur. Ouais. Et où l'idée était en tous les cas pour nous, de pousser le plus loin possible la composition sans chercher à une limite en termes de style en fait. Là, c'est la différence voilà, avec Voyage et rêve, où là, l'idée était déjà voilà, de confronter le gros cas à autre chose. Et Reflet danse, c'est simplement une continuité ou un approfondissement de certains titres qui étaient déjà présents sur Voyage et rêve. Voilà, l'idée dans Reflet danse, c'était toujours de continuer ce que je fais depuis très longtemps maintenant, à comprendre, étudier et à travailler le gros cas, ses codes autant mélodiques qu'au niveau de la percussion, que les arrangements même présents. Donc pour ça, j'ai continué à déjà apprécier pour ce que c'est le gros cas traditionnel jusqu'au gros cas moderne de Gérard Loquel, mais aussi tous ceux qui en faisaient à cette époque. Pour moi maintenant, le gros cas Guacassonné, Café, Horizon, enfin bon, ils sont nombreux, Gros Siro, bref. Et pour moi c'est tout ça qui constitue l'identité du gros cas et qu'il faut pour nous étudier. Et donc tous ces codes présents, toute cette manière de jouer, voilà, l'idée était voilà, de pouvoir composer dans cette optique. Et de l'autre côté, voilà, le reflet danse, c'est d'avoir ces mêmes bases de cas et de les confronter à ce que moi je trouve intéressant ou ce qui m'a plu dans mon parcours dans les autres types de musique. Voilà. Du coup, ce reflet danse-là, danse DENSES, pour signifier le côté réel en fait, c'est plus qu'une image. Et voilà, donc sur cet album-là, il y a vraiment les deux types, autant l'authenticité et quand ce gros cas se marie aux autres
d'autres types Donc, de musique. une certaine densité musicale. Du coup, une certaine densité musicale, il y a énormément d'informations. Déjà, le broca en tant que lui-même, c'est une richesse incroyable. Donc voilà, forcément, c'est très très dense en termes d'informations, voilà, du côté broca, mais aussi du côté fusion en fait. D'accord, très bien. Tu étais en concert il y a quelques jours à Paris. À l'occasion de ce concert, j'ai pu m'apercevoir que tu avais 2 cuivres sur scène, contrairement à tes autres prestations. Tout à fait. Ouais. Ben, en fait, voilà le pourquoi du Add 2 ou Add 2. Ah, c'est d'accord. Sonic Coupe Quartet Add 2 parce que voilà, la base reste la même. Et avec nous maintenant, il y a donc Raphaël Philibert qui est saxophoniste alto. Qui connaît justement les codes et les règles du broca, et Thomas Koenig qui est au sax ténor et à la flûte, qui lui pour le coup connaît, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lorsque je faisais encore les standards de jazz à Toulouse. Voilà, donc toujours cette idée de reflet entre les deux, voilà, une espèce d'alchimie, voilà, et c'est pareil pour tout l'album en fait. Donc voilà, le Sonic Coupe Quartet a tout, voilà, donc maintenant nous sommes 6 sur scène, et sur cet album, avec tout le concept de reflet qui est développé, on trouve Jonathan Joyon, qui est donc le reflet de Grégory Priva. On trouve donc Mike Armstrong, qui est le bassiste habituel du groupe, et on trouve Michel Alibo comme reflet, un grand frère. Voilà, et puis bien sûr Olivier Juste, et comme reflet Arnaud Dolmen. Donc voilà, en fait, tout a été construit autour de ce concept, jusqu'aux invités, puisqu'on retrouve mon grand frère, mon oncle, mon père, qui est Christian Laviso. D'accord. Christian Laviso, et on retrouve à la guitare, et on retrouve une génération, la génération d'après, la jeune génération avec Joe Kael-Meri qui est au tambourka. Voilà, tout le concept a été développé autant dans la musique, mais dans finalement tout ce qui tourne autour de l'album, jusqu'au visuel en fait, par Dorlis. Voilà. Superbe visuel en l'occurrence. Merci. Alors Sonny, on te remercie pour ces quelques minutes d'entretien. Et si tu veux bien nous présenter les 2 albums en question, le premier Voyage et Rêve et le deuxième Reflet Danse. On y va. Donc celui-là c'est Voyage et Rêve, le premier. Voilà, Voyage et Rêve, c'est le premier qui est sorti donc en 2013. Et qui est toujours d'actualité. Oui, j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas à le découvrir. Voilà, il y a une logique en fait dans ces 3 albums, voilà, donc du coup voilà, le dernier n'est pas arrivé par hasard. D'accord, très bien. Et le deuxième, le nouveau? Alors voilà, après je passe par le deuxième qui s'appelle Luminescence, qui est en duo avec Grégory Priva. Donc là en fait ce sont que nos compositions autour de 2 instruments acoustiques, le piano et le ka. Voilà, donc c'est une expérimentation que l'on continue encore, et où là l'idée est vraiment voilà, c'est comme je disais, de ne pas avoir de barrière de style, mais plutôt voilà, d'essayer de faire ce qu'on a en tête, et surtout avec juste 2 instruments. Voilà, essayer d'avoir le maximum d'univers différents. Voilà. Et cet album, il est sorti donc en 2015. Voilà, ça permet de ressortir la quintessence des 2 instruments en fait. Exactement. C'est important en fait, et c'est bien aussi de sortir le tambourka et même le piano quelque part. Ce sont 2 instruments qui sont quand même très stéréotypés en fait. Et du coup, l'idée est de leur faire prendre une place qui n'est pas habituelle, et justement d'essayer, nous, de repousser les limites aussi de ces 2 instruments et de nos manières de composer, puisque là, pour le coup, nous composons tous les 2, donc il y a
du Grégory Privat, du Sony Troupé, et ça donne voilà, quelque chose de différent, évidemment, que les albums où Grégory compose seul et où moi je compose tout seul. D'accord, un album lumineux. Ben, on l'espère. Et le bébé, le dernier, le nouveau-né? Ben, le nouveau-né, voilà, c'est donc Reflet Danse. Très, très content. Le voilà. visuel est magnifique. Voilà. Ben, merci, ça me permet de dire que ce visuel, comme les deux autres, en fait, ils sont faits par un artiste photographe qui s'appelle Dorlis. D'accord. Qui est quelqu'un de... Qui est des Antilles? Non, qui a vécu en Guadeloupe. Je l'ai rencontré en Guadeloupe lorsqu'il y était encore. Et voilà, ça fait maintenant peut-être une bonne dizaine d'années. D'accord. Et voilà, c'est le seul. J'ai vu une photo et je me suis dit, ah tiens, je me trouve bien sur cette photo. D'accord. Voilà, et ça a commencé comme ça. Lui, il voulait faire des expérimentations. Et voilà, donc depuis Voyager Rêve, du coup, il s'en occupe des visuels. Formidable. Et voilà, donc Reflet Danse qui vient de sortir et que j'invite évidemment tout le monde à D'accord. J'ai l'impression que le créateur des visuels est aussi allumé que le musicien eux-mêmes, quoi. Je crois qu'il est même plus... En tout cas... C'est très intéressant de travailler avec lui pour sa vision, justement, un peu déstructurée des choses. D'accord. En tout cas, on te remercie, Sony. Merci beaucoup. Pour cette interview, et je crois que les auditeurs et les spectateurs auront plaisir à te découvrir plus en profondeur. Merci beaucoup de l'invitation. Allez, à bientôt, bye. Ok.